Et on va donner la parole à Robert Calavera, je crois, qui va parler maintenant, oui c'est ça, et qui va nous parler du risque associé à la chirurgie bariatrique. C'est un cas particulier. Oui, merci, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de venir présenter les résultats de nos réflexions devant vous. Alors je vais traiter le risque associé à la chirurgie de l'obésité avec des données basées sur l'analyse du PMSI et puis essayer de lancer des pistes de réflexion avec vous sur comment peut-on améliorer la prise en charge de ce risque, la diminution, l'optimisation de ce risque. Alors très brièvement, parce que je crois que vous n'avez pas encore vu ces chiffres aujourd'hui, mais on peut le dire qu'il y a une augmentation très importante du nombre d'interventions bariatriques en France, qu'en 2016, d'après le PMSI, le nombre total, c'est la courbe noire, eh bien, on tourne un peu au-delà de 50 000 opérations par an en global, et l'opération qui est la plus réalisée est la sleeve gastrectomie. En 2010, peut-être une date qu'on peut retenir, en 2010, eh bien, il y avait 30 000 opérations et à peu près 10 000, 10 000 et 10 000 pour chacune des types de procédures. Alors, c'est pas très original finalement d'analyser le PMSI pour parler de chirurgie bariatrique, ça a déjà été fait. Cet excellent article d'Andrea Lazzati avait en 2016 repris des données jusqu'en 2012 et brossé un portrait type de cette chirurgie bariatrique française. J'ai mis cette diapositive juste pour vous montrer deux choses. La première, eh bien, c'est la croissance, hein, qui était déjà bien amorcée, et la deuxième, enfin, c'est du nombre de procédures. Et la deuxième chose, c'est la diminution finalement de la mortalité. La courbe noire, c'est la mortalité. Alors, diminution de la mortalité, quelle que soit l'opération, diminution de la mortalité globale, et j'aurais tendance à attribuer ça à finalement l'expertise qui se diffuse de la chirurgie bariatrique, et finalement une amélioration de la courbe d'apprentissage des différences. Alors voilà quelques chiffres plus récents. Il y a deux tableaux sur lesquels je resterai peut-être un peu plus longuement. Comparaison de deux périodes, on peut, je pense, penser comme cela, 2009-2012, et puis 2013-2016, la plus récente, peut-être les chiffres qui sont un petit peu moins à disposition. Alors, excusez-moi d'ailleurs pour l'orthographe qui est liée à la correction automatique de mon logiciel, disons que la chose à remarquer, c'est que, eh bien, il y a une diminution significative de la mortalité entre les deux périodes. C'est la poursuite de cette tendance à la diminution de la mortalité. Deuxième chose, bien, sur chacune des périodes, le nombre de décès, au regard du nombre de procédures, il est faible. Néanmoins, ce sont quand même des patients qui ont été préparés, qui ont été sélectionnés, qui ont été optimisés, et qui donc du coup n'ont aucune raison, a priori, de décéder de cette opération. Deuxième chose, ce sont des patients à qui, finalement, on n'a pas promis, mais qui se sont quand même déjà fait, avant l'opération, l'idée d'une sorte d'idéalisation de leur situation et de leur vie après l'opération, et c'est d'autant plus dramatique que ce décès intervient dans ce contexte, et le plus souvent de manière brutale, alors que l'ensemble de son entourage ne s'y attend pas. Donc ce chiffre est absolument odieux, et j'aurais voulu pouvoir vous parler de comment peut-on prévenir ces décès. On a donc essayer d'analyser, à partir des données du PMSI, près de 200 000 procédures, eh bien, tenter d'analyser les facteurs prédictifs indépendants de mortalité grâce à une analyse multivariate. Alors d'abord, je vous explique ce tableau. Vous avez dans la colonne odd ratio, eh bien, le risque, l'augmentation du risque lorsque le chiffre est au-dessus de 1, ou la diminution du risque lorsque le chiffre est en dessous de 1. Il ne s'agit bien sûr pas de pourcentage, hein, c'est un risque. Alors d'abord, si on analyse la période, eh bien, significativement, vous avez 1,7 fois plus de chances de mourir de la chirurgie bariatrique si vous êtes opéré avant 2013. Ça reprend le résultat que je venais de vous présenter. Ce sont des chiffres qui sont indépendants. Chaque facteur est indépendant des autres. La deuxième chose, eh bien, lorsque l'on est un homme, on a 2 fois plus de risque de décès. La procédure aussi
impacte le risque de décès. Alors, en 1, on a la procédure de référence pour qu'on puisse finalement comparer les autres opérations avec l'intervention de référence. On a choisi de prendre comme intervention de référence la 6 parce que c'est aujourd'hui la plus fréquente. Et bien, quand on est opéré d'un gastric bypass, ces chiffres sont basés sur l'analyse de toute la cohorte. Mais quand on est opéré d'un gastric bypass, on a deux fois plus de risque de décéder et 4 fois moins de risque lorsqu'on est opéré d'un anneau. La diversion biliopancréatique, qui est une opération beaucoup plus complexe, qui est réservée à, je dirais, des chirurgiens et des centres experts, eh bien 3,6 fois plus de risque de décès. Les comorbidités ont un impact, bien sûr, on s'y attend. Certaines d'entre elles représentent quelque peu des contre-indications à la chirurgie. Elles ne sont tolérées, je dirais, pour le chirurgien et pour le patient, que lorsqu'elles sont bien sûr stabilisées. Il s'agit bien de comorbidités stabilisées. Et vous remarquez qu'un IMC supérieur à 50 représente un surrisque de décès. La dernière ligne du tableau concerne l'hôpital, où la procédure va être réalisée. Et donc, à l'hôpital, si on prend le seuil de 30 interventions par an et par établissement, je ne vous parle pas de 30 par chirurgien, il s'agit bien de 30 par établissement, eh bien, il y a un risque de 3,3 fois plus de décédés lorsqu'on est opéré dans ce type de structure plus petite. Alors, à quoi ressemble la chirurgie bariatrique en France? Eh bien, il y a 506 centres différents qui ont été analysés dans notre étude. C'est une étude qui est exhaustive. Le PMSI reprend toutes les opérations faites en France. On les a rangées dans ce tableau, dans ce graphique. Ici, le plus petit volume, et plus on avance vers la droite, le 506e étant le centre qui fait le plus d'opérations. Sur la gauche, une échelle logarithmique. Et donc, je peux vous dire que si on prend le seuil de 30, eh bien, on a près de 200 centres, 195 pour être précis, 195 centres en France qui font moins de 30 procédures par an. 200 sur les 506. Si on prend un seuil beaucoup plus, je dirais, ambitieux, 200 procédures par an, eh bien, vous remarquez qu'on ne touche plus que 12,8% des centres, c'est-à-dire uniquement 65 centres. Si on regarde à l'activité, c'est le graphique de droite, à l'activité à laquelle correspondent ces 195 centres différents, eh bien, en fait, ils n'opèrent que 4% des patients. C'est-à-dire que si vous fermez ces 195 centres, il reste une diminution de l'offre de soins de 4%. Alors peut-être que c'est un début de raisonnement, un début de solution. Derrière cela, il y a une deuxième idée. Il y a l'idée du centre d'excellence. Alors à 30, on n'est peut-être pas forcément un centre expert. Et lorsque l'on a commencé à soumettre ces données à l'expertise de littérature, puisqu'on a soumis ça à Annals of Surgery, qui est une grande revue de chirurgie que vous connaissez tous, eh bien les revueurs nous ont dit, mais attendez, mais centre expert, évidemment, tout le monde dit qu'un centre expert c'est mieux que quand il n'y a pas de centre expert. Et comme dans cet article qui concerne le cancer de l'œsophage, eh bien il avait été montré qu'il y a 3 fois plus de risque de mourir lorsqu'on est opéré dans un centre qui n'est pas expert, ou plutôt 3 fois moins de risque de décès dans un centre expert. Je vous citerai ce deuxième article qui est sorti presque au même moment sur le cancer du pancréas, Olivier Farge, et qui dit une conclusion qui me semble être particulièrement pertinente. Oui, c'est sûrement mieux, mais c'est pas faisable. C'est pas faisable, et je dirais presque que pour la chirurgie bariatrique, ça n'est pas souhaitable. L'amélioration à court terme sera probablement évidente, néanmoins à moyen et long terme, on y perdra. On y perdra sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que si on ferme les centres où il y a de la chirurgie bariatrique, je parle des centres de proximité, eh bien la connaissance chirurgicale en chirurgie bariatrique deviendra moins fréquente et donc sera réservée à des centres experts. Et donc lorsqu'on a un cancer du côlon droit dans un petit centre qui sera fermé et qu'on a eu un bypass avant, eh ben, le chirurgien qui s'occupait du truc, il ne pourra pas trop, est-ce qu'il transférera, est-ce qu'il opérera le malade, etc. Bref, je pense qu'il y aura quand même un changement de la qualité de la prise en charge de ce 1% de la population adulte française
qui sera en 2020 opéré de chirurgie bariatrique. Deuxième chose, ceux qui sont les chantres de la centralisation, les Américains, eh bien regardez comment sont organisés leurs centres d'excellence. Ici l'État de New York, ici l'État de Floride. Eh bien vous avez 90% de la population qui est couverte, c'est-à-dire qui a à moins de 60 miles d'un centre expert. En France, si on ferme le petit centre, eh bien on n'aura pas ça. On sera plus loin d'un centre expert. Troisième argument, le suivi. Tout le monde sait que le suivi est un enjeu majeur de la chirurgie bariatrique. Si on augmente la distance entre le patient et le centre qui l'a opéré, eh bien on aura encore un impact négatif en termes de suivi. Je ne pense pas que ce soit vers cette solution-là que l'on veuille se tourner. Alors finalement, qu'est-ce qu'une chirurgie à risque? C'était la question qu'avait posée Nguyen dans ce type d'analyse de data à grande échelle. Et bien finalement, l'essentiel est probablement la reconnaissance des complications. Et donc là, on arrive sur une donnée qui, à mon avis, est en train d'émerger et de plus en plus à la mode, la donnée du failure to rescue, c'est-à-dire il faut qu'on réussisse à rattraper les complications. La complication est consubstantielle de la chirurgie, mais on ne doit pas en mourir. Et pourquoi et comment peut-on faire pour ne plus mourir des complications? Probablement centraliser non pas l'opération, même si la règle du bon malade dans le bon endroit, dans le bon centre, est toujours d'actualité. Ce que je veux dire, c'est que je pense que l'essentiel de nos efforts pourrait être de centraliser les complications, et on a voulu faire ça dans le Nord-Pas-de-Calais. On a réalisé un contrat entre les hôpitaux, donc entre le CHRU de Lille et tout un réseau du Nord-Pas-de-Calais, une vingtaine de centres en l'occurrence, qui comprend d'une part un système d'éducation, de formation, basé sur des réunions de morbi-mortalité tous les 6 mois et sur des réunions de conscience pluridisciplinaire tous les mois, et puis basé sur une astreinte qui concerne la réanimation, l'endoscopie, la chirurgie, bref, tout ce qui est nécessaire pour prendre en charge une complication. Sur 4 ans, 216 patients ont été pris en charge de 2013 à 2016. Petit exemple de ce que l'on peut changer. Directement sur votre tableau de droite, on parle de gastric bypass. Tableau de droite, est-ce que la première opération a été faite dans le centre non expert? La colonne, oui. Vous avez des réopérations qui ont dû être faites de 1 à 6. La colonne, non. C'est-à-dire tout a été fait directement au centre expert. Vous n'avez qu'une seule réopération. C'est tout. D'accord? C'est-à-dire qu'on réopère une fois pour 2. Alors, est-ce que ça impacte la mortalité? C'est peut-être ça le résultat le plus original que je peux vous présenter aujourd'hui. À partir des données du PMSI, sachant que ce système, ce réseau OSEAN, a été mis en place en 2013, on a donc comparé la période avant 2013 à la période après 2013. Alors voilà le graphique. En bleu, vous avez le Nord-Pas-de-Calais, et en rouge, le reste de la France. Donc c'est la mortalité globale. Le petit p est significatif et vous voyez, on parle de mortalité à 90 jours. On arrive avec une mortalité qui n'est pas nulle. Qui n'est pas nulle. Ces patients n'ont pas tous été transférés. Et d'ailleurs, parmi ces patients qui sont ciblés, aucun n'a été transféré. Mais ce résultat est d'autant plus intéressant. C'est-à-dire qu'il n'évalue pas que la capacité d'un centre à rattraper les complications. Non, il évalue aussi la capacité d'un centre à fédérer autour de lui des centres qui vont pouvoir lui retransférer les patients. Et tout cela est à la fois l'échec chirurgical, bien sûr, mais aussi l'échec organisationnel. Si on regarde par opération, l'anneau gastrique, ici, vous voyez que le taux de mortalité est très faible, ce n'est pas significatif. Ici, la sleeve gastrectomie, c'est un résultat qui est significatif, un seul décès. Et puis le gastric bypass, vous voyez, le résultat est il y a une forte tendance, mais il n'est pas statistiquement significatif, parce qu'il y a finalement un faible effectif, un faible nombre d'événements, j'entends par là le décès. Alors les chirurgiens dans l'Nord-Pas-de-Calais ne sont pas meilleurs que les autres, le taux de réopération est le même, le taux de réadmission pour complications post-opératoires est le même, c'est bien la qualité de la prise en charge de la complication elle-même qui change, à notre sens, le pronostic final. Très rapidement, la carte de France des décès en fonction de la géographie. Vous voyez que
Vous avez ici en camembert le type d'opération. Ça, c'est la France, principalement des gastrectomies, du bypass et de l'anneau. Et vous voyez, ça, c'est la taille du cercle, enfin du disque, représente le volume opératoire. Vous voyez que, par exemple, dans Nord-Pas-de-Calais, vous allez avoir majoritairement de la sleeve. Dans d'autres régions, par exemple comme en Alsace, c'est majoritairement du gastric bypass. Cette mortalité-là est ajustée en fonction du type d'opération. Je vous remercie. Commentaire Philippe avant de passer aux questions. Il va anticiper un certain nombre de questions. Il va répondre aux questions. Alors, je vais vous proposer de rebondir sur les propos de Robert Caiazzo et vous proposer aussi un éclairage un petit peu différent concernant la mortalité au travers de publications récentes. Et tout d'abord celle-ci, puisque finalement la mortalité, la genèse de la mortalité, malheureusement, c'est la complication. La complication, il est difficile d'y échapper et finalement, c'est là-dessus que je suis très en accord avec Robert. Quoi qu'on fasse, même un centre expert aura toujours des complications. Il y a une publication allemande qui a été publiée en SORD en 2016 qui évalue, qui utilise l'Edmonton Obesity Severity Score et qui dit que finalement il y a 8% de complications pour un score égal à 2. Le score égal à 2, c'est 70% des patients qui ont eu un bypass. Donc vous voyez, les taux de complications restent relativement élevés, même si sur cette publication de Daigle en 2018, qui dit, avec le titre, finalement, quelles sont les complications post-opératoires qui importent le plus en chirurgie de l'obésité. Vous voyez que la principale reste le saignement. Les autres complications sont relativement faibles. Ce sont des chiffres importants, plus de 130 000 patients, un chiffre assez classique de 2/3 de sleeve, maintenant franchement prédominante. Et remarquez quand même que dans leur population, la complication qui avait vraiment été à l'origine de décès, c'était les problèmes thromboemboliques, dont on parle toujours en chirurgie de l'obésité, qui finalement, que l'on voit rarement, mais qui reste une réalité. Alors, ce qui est intéressant dans la mortalité, me semble-t-il, c'est non pas trop de s'intéresser à la mortalité entre 30 et 90 jours. Ça, la plupart des registres qui existent peuvent renseigner cette mortalité qui, Dieu merci, est devenue faible et continue de baisser, qui reste encore évidemment trop élevée. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer la mortalité à plus long terme. Parce qu'effectivement, les complications sont susceptibles d'entraîner une issue fatale, non pas à 30 ou 90 jours, mais si on a une fistule sur une sleeve, si on a des problèmes de dénutrition sévère, si on a des phénomènes d'occlusion intestinale sur hernie interne, on peut avoir des décès qui vont se produire bien au-delà de la période des 90 jours, et même, je dirais, bien au-delà de la période des 1 an. Et vous voyez que dans cette étude de Gripsolt publiée dans le SORD l'année dernière, il s'agissait d'une mortalité qui était évaluée à 4 ans post-opératoire. Alors, vous remarquerez que dans cette même étude, en jaune ici, la mortalité qui est très faible, 0,04%, ça correspond aux chiffres qui ont été montrés dans le Nord-Pas-de-Calais par Robert, eh bien, on monte à 0,15% à 4 ans, et il s'agit de décès de toute cause, incluant même l'hypoglycémie, disent les auteurs, qui pour eux serait responsable d'un certain nombre de décès après bypass gastrique. Alors, dernière diapositive pour un éclairage un peu différent. D'une part, bon, ça c'est quelque chose que Robert a montré, il y a un certain nombre de paramètres qui sont classiquement reconnus comme étant générateurs d'une mortalité plus élevée en chirurgie bariatrique, patients plus complexes, etc. Et puis, on aurait pu s'en douter, évidemment, la survenue de complications à 30 jours, telles que l'embolie pulmonaire, la fuite digestive, etc. On parle toujours du volume d'activité, et ce sera l'occasion pour moi de poser vraiment la question autour de laquelle on a un peu tourné durant cette présentation récente, sans préciser vraiment ici dans ces deux articles quel était le seuil. Et puis je voulais vous donner un éclairage un petit peu différent, parce que
C'est vrai que la chirurgie de l'obésité peut tuer, une évidence, malheureusement, mais d'un autre côté, la maladie obésité, elle tue également. Et dans l'article que je vous ai évoqué précédemment de Litzolt dans Sword, eh bien finalement, toujours à 4 ans, puisque c'était leur évaluation, quand ils avaient comparé pratiquement 9900 chirurgies bariatriques, essentiellement des bypass à presque 250 000 patients qui n'avaient pas été traités chirurgicalement et retrouvaient pour âge et sexe identiques, cette fois-ci, une mortalité qui était équivalente à 4 ans. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une mortalité, mais que la chirurgie de l'obésité, probablement, n'entraîne pas plus de mortalité qu'en l'absence d'un traitement adapté. Une étude finlandaise un petit peu plus provocatrice, où ils ont comparé 3900 patients qui avaient eu d'autres chirurgies à un peu plus de 500 patients qui avaient eu une chirurgie bariatrique. Alors 500 patients, c'est pas énorme, mais ils sont provocateurs parce qu'ils disent finalement la mortalité est la même à 1 an que vous ayez eu une chirurgie bariatrique, une cholécystectomie, une arthroplastie de hanche. Enfin, la liste, c'est une liste à la Prévert. C'est assez provocateur. Et puis, une dernière publication qui souligne le fait que l'obésité étant une maladie chronique, le risque, la probabilité, on va dire, de réintervenir pour une récidive de la maladie avec soit ce qu'on appelle des révisions, c'est-à-dire on reste sur la même technique mais on réduit le volume de poche, on replace l'anneau, etc. Soit des conversions avec, vous voyez ici, mortalité de la chirurgie primaire à 1 an, 0,17%, 0,24% pour les révisions et 0,31% pour les conversions, on passe d'une technique à l'autre, et bien la mortalité augmente. Et ça, c'est une réalité aussi en chirurgie de l'obésité, parce que vous savez très bien qu'une partie des patients, c'est inévitable, vont devoir être réopérés à cause du caractère chronique de la maladie obésité. Alors, j'en ai terminé et je pose donc la question à Robert. Finalement, le seuil, il y en a un, il n'y en a pas. François Richard tout à l'heure a évoqué l'idée qu'il n'y en avait pas. Tu as peut-être aussi évoqué le fait qu'avec une structure, une organisation de soins adaptée, il n'était peut-être pas un élément fondamental. Alors la réponse. Merci. Alors, merci pour cette question. Effectivement, je pense que cette notion de seuil est une notion à la mode, quelle que soit finalement la discipline. En chirurgie bariatrique, elle est très à la mode. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question de l'objectif. C'est-à-dire un seuil, mais pourquoi faire? Si le seuil, c'est pour augmenter la sécurité du geste, alors je pense qu'un seuil peu élevé est suffisant. Si on veut tout pousser vers l'excellence, alors effectivement, en augmentant le seuil, on devrait augmenter la qualité, je dirais, au fur de chaque acte. Néanmoins, on aura, et j'essaie de le dire dans ma présentation, un revers de la médaille, et je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur l'extra court terme ou le court terme, mais plutôt voir le long terme, et une discipline qui ne se ferait que dans quelques centres est à mon avis une discipline qui perdra beaucoup sur le moyen et sur le long terme. Alors, on peut poser aussi la question un petit peu différemment. On peut aussi se dire quel seuil demain et quel seuil après-demain. Ça peut aussi être une démarche par étapes. Ça, malheureusement, ce ne sera pas moi qui prendrai la décision, mais peut-être que certains ici participeront à la réflexion. Je crois que je vais juste faire un petit mot. Je crois que dans les seuils, tu l'as très bien dit. Moi, je connais bien ça pour la cancérologie. Ça dépend, comme on dit, à quoi on s'adresse. Moi, je partage assez ton analyse que de limiter les seuils, c'est dangereux. Après, il y a le problème de la formation en France. Donc, on ne peut pas débattre aujourd'hui sur les seuils, puisque les seuils en cancérologie, c'est pas tout à fait le même problème. C'est le geste, mais c'est le risque. Par contre, ce qui me paraît très important, c'est la délégation de compétences avec les centres de recours. C'est-à-dire, est-ce que vous avez en obésité défini des malades, puisque vous l'avez quand même dit, il y a des morbidités, des malades plus à risque? Je pourrais dire que, par exemple, tu as le droit de faire une intervention pour des malades de tel type et pas un patient qui a une BMI supérieure à 55. On ne va pas non plus avoir les sujets, mais c'est différent. Et mon deuxième commentaire, ça va peut-être vers la dualité que tu parles, parce que si tu dis que la mortalité est la même dans la chirurgie de l'obésité que dans les autres chirurgies, on pourrait admettre quand même, si tu veux, que la chirurgie dite de confort, et notamment je pense aux chirurgies plastiques, quand on a un décès dans une chirurgie dite de confort et dont l'indication n'est pas vitale,
on est extrêmement peiné en chirurgie. Donc, je reviens sur la question d'avant. Vous avez dit tout à l'heure que l'indication d'une chirurgie d'obésité pouvait dépendre d'un trouble métabolique ou pas. Ça me revient à faire penser que s'il y a un trouble métabolique majeur qui met en jeu la vie du malade, l'indication opératoire n'est pas contestable. Par contre, s'il y a un patient qui vient parce qu'il se trouve trop obèse et qu'il ne se trouve pas beau, l'indication est peut-être plus contestable. Donc je rebondis sur ça. La mortalité est d'accord, mais l'indication n'est pas du tout la même sur le plan de la responsabilité. Alors c'est pour ça qu'il y a des recommandations. C'est pour ça qu'il y a des recommandations qui font que, au-dessous d'un certain seuil de poids, de comorbidité, eh bien la balance bénéfice-risque est défavorable et donc du coup il n'y a pas d'indication. Mais au-dessus, c'est-à-dire que quand on fait un seuil, il y a quand même un dessous et un dessus. C'est-à-dire qu'au-dessous il n'y a pas, mais au-dessus il y a. Et donc du coup on ne peut pas revenir dessus, il y a une indication au-dessus du seuil parce que la balance bénéfice-risque est favorable. Il y a une dualité dans la chirurgie bariatrique qui est à la fois une chirurgie préventive, en l'absence de comorbidité avérée, et puis à la fois une chirurgie thérapeutique, on va dire, en l'absence de diabète de type 2, de sommeil, etc. Donc on est toujours sur cette dualité qui est parfois un peu difficile à gérer. Mais... Alors, on va donner la question, on va faire comme d'habitude, question courte, réponse courte, pour qu'on puisse avancer, que tout le monde s'exprime. Je ne sais pas l'ordre, Jérôme, je ne sais plus. Tu vas commencer de gauche à droite. Alors, on y va, micro. Merci, alors vraiment mille merci, parce que c'est deux topos, particulièrement celui de Robert, fantastique, qui voit une vision claire de l'offre de soins, de prise en charge par rapport aux complications, fermeture des centres. Je voulais simplement une petite question, je te l'ai déjà évoqué en aparté tout de suite. On voit que c'est significatif l'effet de centres experts sur la prise en charge de la complication. Seulement pour la plus nouvelle des deux techniques, la sleeve gastrectomie, est-ce qu'il n'y a pas un effet, à ton avis, lié à l'apprentissage de la gestion de la complication qui a été plus difficile pour la sleeve, c'est-à-dire que les centres périphériques, entre guillemets, non experts, savaient moins bien prendre en charge la complication du fait de la nouveauté de cette chirurgie. Alors réponse courte, statistiquement pas significatif pour les autres parce que pas assez d'événements, donc manque de puissance. Et il y a plus de complications, parce qu'il y a plus de cas, donc du coup il y a plus d'événements, donc c'est plus significatif. Et deuxièmement, je pense que la SLIC c'est un exemple majeur où c'est la collaboration entre les centres, parce qu'il y a un plateau technique indispensable qui fait la différence. Et donc du coup, effectivement, c'est une particularité où là, il faut s'appuyer sur un plateau technique important. Oui, félicitations pour la communication. Je rappelle d'ailleurs que l'Académie avait remis un prix à l'équipe de Kelazzo sur le réseau de soins de recours. La question, elle est un peu double. C'est d'une part, est-ce que c'est tout ça officiel, validé par les tutelles, c'est un côté réglementaire? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il existe d'autres réseau de soins? On sait que quand on a un poli traumatisé, on va aller dans un endroit s'organiser, tout ça. Mais là, on parle de chirurgie à froid initiale. Donc, est-ce qu'il y a d'autres expériences, y compris éventuellement dans d'autres chirurgies? Alors, dans d'autres chirurgies, je ne sais pas. Est-ce que c'est reconnu par la tutelle? C'est payé, parce que l'astreinte 24-24 est payée par l'ARS. Et troisième chose, c'est quoi la deuxième chose? C'était... Est-ce qu'il y a d'autres expériences? Oui, et ben je ne sais pas, et on ne le sait pas. En tout cas, en affiché, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il n'y en a pas des qui existent quand même par une collaboration qui ne s'affiche pas, qui est amicale, ou comme ça? Et donc ça, c'est l'objet d'une étude statistique que l'on est en train de faire, qui est plutôt du niveau réseau social en fait, pour évaluer le nombre de transferts en fonction de certains centres, qui peut-être sont des centres qui ont organisé ce type de réseau sans le savoir. Question, je pense à Richard, c'est il y avait une psyché avant. Merci. C'est super ce que vous avez fait, donc c'est pratiquement un truc expérimental. Donc la question c'est, on va passer dans le domaine pragmatique. Alors c'est très bien pour la région nord, mais j'avais posé la question à François déjà. Est-ce que c'est extrapolable à la région Île-de-France, par exemple? Parce que tu as déjà donné la réponse. J'aimerais bien savoir. Je crois qu'il faut peut-être donner un peu plus de temps au temps. Une fois qu'on aura démontré que le concept est bon, eh bien pourquoi pas. Première étape, on a intégré dans ce moi je pense que les résultats vont parler d'eux-mêmes et que à partir du moment où le chirurgien je pense que les chirurgiens sont déjà assez atteints à chaque fois qu'ils ont une complication.
À partir du moment où on leur dit, écoute, j'ai une solution pour que le patient, à la fin, ça s'en sorte, ça aille bien, que pas de procès, que finalement, la plupart des patients qui ont une complication grave après chirurgie bariatrique, à 1 an, quand vous reparlez avec eux, ils sont prêts à y repasser. Hein. C'est digéré, entre guillemets, c'est du passé, et ils ont de tels bénéfices que finalement la plupart d'entre eux voient les choses beaucoup plus positivement. Donc à partir du moment où on va donner un vrai résultat, démontré, je pense qu'on va finalement déstresser tout le monde et aider, je pense que le résultat va parler de lui-même. Maintenant, on a intégré la Picardie qui nous a fait, c'est Amiens, qui nous a fait plaisir de travailler maintenant avec nous et on apprend beaucoup d'eux et on découvre finalement que plus on est nombreux et mieux c'est. Et on va voir s'il y a un impact. Il faut attendre. Ce sont des résultats qui peuvent s'évaluer qu'à 5 ans finalement. Hein. Vous voyez, ça commence en 2013, 2018 on évalue, il faut se donner 5 ans. Sans aucune ironie, tu as répondu tout de suite à Mzika. Amiens est plus près de Paris que de Lille. Non mais... François. Juste une réponse à la question de Psycha, qui est en effet une question importante. Dire qu'on ne peut rien organiser en Ile-de-France, c'est totalement faux. C'est en train de changer à vitesse grand V. Je suis en train actuellement de m'occuper de la réorganisation de la chirurgie globalement en Ile-de-France et notamment dans les hôpitaux généraux. Je peux vous dire qu'on a eu 3 réunions avec l'ensemble des présidents de CME chirurgicaux de certains hôpitaux. En 1 an, il y a eu un changement de réflexion considérable au niveau des chirurgiens. Et je pense que ça va bouger. Et l'exemple de Robert Caiazzo est remarquable, parce que c'est vraiment d'une clarté, enfin je le connaissais déjà, puisque j'étais un des membres des jurys qui lui a donné, donc je ne peux qu'appuyer. Et je crois que son exemple et sa réflexion, et je pense d'ailleurs que Caiazzo, d'Argent, et une autre, enfin Hubert évidemment, puis il y a une autre personne que j'avais repérée, à propos des seuils. Actuellement, je vous l'ai dit, on a été en tant qu'Académie de chirurgie interrogé par la HAS sur le problème des seuils. La HAS, de façon tout à fait honnête, se pose des questions sur le problème des seuils. La HAS a tout à fait compris comment avaient fonctionné les seuils pour la cancérologie. Hein, je rappelle, pour ceux qui ne se savent pas, ou qui ne se souviennent pas, qu'en cancérologie, les sociétés savantes avaient été interrogées, avaient donné des seuils par ou chirurgien ou par équipe, et que, sous prétexte que c'était la cancérologie, par exemple en urologie, aucun centre anticancéreux ne pouvait faire de la cancérologie urologique. Ça a été vrai dans plusieurs spécialités. Tous les seuils de cancérologie ont été baissés de façon autoritaire et tutélaire pour que les centres anticancérologie puissent continuer de faire de la cancérologie dans toutes les spécialités. Donc les seuils en cancérologie ont été construits de façon totalement biaisée. Non, si, Richard, je sais, on a même en urologie fait une publication de 2 cartes de France avec les seuils proposés et avec les seuils réalisés. Et donc, je ne dis pas que les seuils en cancérologie n'ont servi à rien. Je n'ai pas dit ça du tout. J'ai dit que la manière dont ils avaient été construits était exactement la réponse négative à la très bonne question qu'a posée Robert, c'est les seuils, pourquoi faire? Et en effet, je pense que, et à l'HAS, ils sont pas loin de penser ça aussi, que probablement une très bonne organisation de la prise en charge des éventuelles indications et complications. Deuxièmement, la diffusion des registres et des réflexions des sociétés savantes non partisanes vont pouvoir permettre de savoir s'il faut ou pas continuer les seuils. Parce qu'actuellement, je vous informe, là on coupera ça au niveau de la télévision, je vous informe que les principaux défenseurs des seuils sont les spécialités concurrentes à la chirurgie en cancérologie. Hein. Et à tel point même que dans certaines réflexions de certaines ARS, le PRS qui est en train d'être construit, dans certaines spécialités où les tumeurs sont aussi chirurgicales, les décisions sont prises dans des groupes où il n'y a pas de chirurgien du tout. Donc, moi je suis tout sauf un naïf, et je pense qu'il faut poser les bonnes questions, et que actuellement, il faudrait que probablement dans les 2 mois qui viennent, l'Académie de chirurgie regroupe les 4 ou 5 personnes ici qui ont parlé de ces sujets avec beaucoup de data, pour qu'on puisse donner des arguments sérieux pour dire que la question qui se pose, c'est comment éviter que certains établissements qui ont une activité très faible dans certaines
actes, y compris de la cancérologie, ne puissent plus les faire parce qu'on voit que là, c'est délétère. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec Norbert. Vouloir dire, en concentrant au maximum, on aura l'hyper résultat, c'est pas forcément vrai, et on perd en plus de ça de la qualité de façon diffuse. Et ça, je pense que c'est un discours que les tutelles sont, enfin certaines tutelles, et notamment HS, sont prêtes d'accepter. Simplement, il faut que c'est à nous de leur donner les arguments pour ça. Je suis d'accord avec ça, on ne va pas revoir que ça, et si tu veux, je pense pas... Non, mais c'est très important, ça, actuellement. Dans 3 semaines, ça se décide. Si tu veux, c'est très important, mais on ne peut pas comparer, si tu veux, ce genre de choses, parce que tu as des seuils qui doivent se faire au moment du diagnostic. Là, c'est un seuil de recours. Non, mais on va pas entamer le débat. Non. Si je te parle des sarcomes, le problème est complètement... Non, mais... Voilà, monsieur Laudois. Oui, c'est une remarque plus qu'une question. On n'a jamais prononcé le mot diabète, alors que les problèmes sont les mêmes pour le traitement chirurgical du diabète ou pour la chirurgie bariatrique. Est-ce que c'est volontaire? Non, en fait, on essaie d'embrasser une même spécialité qui est chirurgie bariatrique et métabolique. Enfin, ça, c'est un petit peu la SOFCOM étant l'association de chirurgie de l'obésité et des diagnostics métaboliques. Merci.